Bienvenue sur EventCheck, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Ici, on part à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux 1001 facettes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous débutiez ou que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner car ce podcast va devenir votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur bookingcheck.com. Et en attendant, bon épisode! Bonjour Julia, bonjour Solène, comment allez-vous? Bonjour à toutes les deux, enchantée, très bien. Bonjour Julia et Clémence, tout va pour le mieux. Tout le monde est là. Bel épisode. Magnifique. Alors aujourd'hui, Solène et moi, on reçoit Julia Duchamp-Vignal. Julia, elle est spécialisée dans le recrutement et donc on vous propose un nouveau format dont on est très contente avec Solène, où on va venir cette année vraiment interviewer des experts sur différents domaines qui vous touchent dans vos activités et sur lesquels parfois vous avez besoin un petit peu de vous professionnaliser, dont le recrutement de vos collaborateurs de rêve. Julia, avant que tu nous donnes toutes tes bonnes pratiques sur le recrutement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours à toi? Oui, bien sûr. Comment tu en es arrivée à accompagner les entreprises les entreprises dans le recrutement. Alors moi, du coup, c'est une jolie histoire parce que je suis fille d'hôtelier-restaurateur. Donc c'est vraiment, j'ai baigné... Voilà, je viens des coulisses. Je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, comme on dit. Avec des parents du métier, et plus globalement, vraiment de la famille qui orbite autour de la pâtisserie, du vin, des métiers de bouche. Donc j'ai vraiment grandi dans cet univers et finalement, j'ai fait tout l'inverse de ce qui était prédestiné. Je suis partie en fac de droit, sciences politiques, parce que mes parents me disaient « Oh là là, c'est dur, t'as des super notes, donc si tu peux faire autre chose que grandir dans le restaurant. » C'est vrai qu'on dit pas souvent ça, mais les parents hôteliers restaurateurs sont les pires pour vendre la profession. Oui, ils m'ont pas du tout... Moi, j'ai eu le même discours. parrainée sur le projet. Et donc, du coup, je suis partie faire ma petite fac de droit. Et puis, en fait, à côté de ça, j'ai trouvé des extras parce que ça me manquait trop dans un restaurant à Paris. Et puis, je passais un petit peu plus de temps que prévu dans le restaurant à faire des extras plutôt qu'à réviser mes cours. Et donc, assez rapidement, en fait, je me suis inscrite à l'école hôtelière à Paris. Voilà. Donc, du coup, j'ai repris à zéro un BTS, tout en apprentissage, parce que l'apprentissage, ça fait vraiment partie des choses très, très importantes pour moi. Je voulais vraiment ce format-là, en tout cas. C'est quelque chose qui est aussi très inscrit dans notre famille. Une licence, puis un master en management hôtelier. Ok. Voilà. Et à ce moment-là, donc, tu avais intégré si tu étais sur ce format d'apprentissage, tu travaillais dans quel service, quel hôtel, quel restaurant, enfin, comment c'était J'ai eu énormément de chance parce que donc je me suis présentée à un forum de l'emploi dans mon école hôtelière et je suis allée toquer à la porte de Hilton. Donc belle compagnie. Très belle maison. Belle maison. C'était tout nouveau pour moi parce que moi j'arrivais de mon petit sud de la France et je connaissais pas le fonctionnement d'une structure hôtelière avec plusieurs points de vente, etc. Donc pour moi c'était un petit peu des paillettes plein les yeux, Hilton. Et j'ai décroché mon apprentissage. C'est le seul entretien que j'ai passé. Je l'ai eu pour un poste d'apprenti restauration. Donc je suis rentrée du coup sur la partie restaurant bistronomique et puis finalement très vite j'ai été très bien accompagnée par la DRH de l'époque qui m'a proposé un espèce de management training sur 3 ans, donc je vais pas dire de la première année de BTS jusqu'à la fin de ma licence. Je suis passée à quasiment tous les services sauf la cuisine. Donc c'était vraiment extraordinaire puisque sur la restauration j'ai tout vu. En deuxième année je suis passée sur de l'hébergement, donc avec 6 mois en réception, 6 mois en conciergerie et sur la partie réception je suis aussi passée dans les étages,
pendant un temps. Et une troisième année, attention, comme commerciale. Ah, tu m'avais pas dit ça, Julia. J'ai quand même une petite année d'expérience sur la partie commerciale, donc conférences et événements, où j'ai été du coup vraiment moi plutôt sur la partie banque, puisque l'hôtel était à la Défense, donc on avait tous les donc, sièges. gros segment. Voilà, gros segment. Client. Bien sûr avec ma maître d'apprentissage, et donc voilà, rédaction de contrat, suivi événementiel, etc., etc. On était un hôtel de capacité moyenne, 150 chambres, ce qui est absolument parfait pour comprendre tous les rouages d'une exploitation dans tous les services. Donc voilà, Hilton, 3 années extraordinaires. Et puis un master après, ou une expérience totalement différente. Je suis partie au cabinet du Premier ministre, donc dans le public, où je suis restée 3 ans, 2 ans de master, puis une année en CDD pour terminer mes projets. Et là, ton périmètre de mission, c'était quoi? Qu'est-ce que Ouais, c'est un peu spécifique. C'est un peu ça nous intrigue. Ouais, c'est assez particulier, mais en fait, finalement, j'ai fait, je suis restée dans vraiment le périmètre hôtellerie-restauration, puisque j'étais au service de l'intendance, l'intendance du Premier ministre, qui est donc vraiment rattachée au cabinet en fait, et qui va venir en support sur toute la partie, on va dire, plus administrative, logistique, pareil, événementiel, etc., banquier. Et là, j'avais un peu une fonction de chef de projet 360, donc j'ai touché aux achats, à la logistique, au développement durable, puisque sur un établissement, enfin sur une institution comme ça, on accorde énormément d'importance à l'image qu'on peut renvoyer à l'extérieur, bien sûr, et aux pratiques qui sont menées à l'intérieur même du ministère, en fonction des politiques qui sont menées à ce moment-là, en fait. Et on dépend énormément du gouvernement en place, des actions qui sont menées à ce moment-là, et ça se reflète aussi à l'intérieur. Voilà. Donc c'est passionnant. Ce qui est pas toujours su de la part de nos métiers qui n'ont jamais flirté avec des institutions publiques, c'est que finalement, un cabinet de Premier ministre ou l'Élysée, ça peut ressembler dans son exploitation à un hôtel. C'est très proche. Il y a des très grandes cuisines, il y a énormément de vie au sein des lieux. Il y a plein de salons, il se passe plein de choses, il y a plein de meeting rooms. C'est très similaire. Il y a des pauses, Ouais. C'est très similaire. Voilà. Donc d'où et l'intendance est notamment en charge de tout ça. Pour traduire un petit peu pour ceux qui connaissent pas ces mondes-là, voilà. C'est exactement ça. Effectivement, la partie commerciale événementielle, même si on l'appelle pas comme ça dans une institution publique, est hyper importante. Ouais. Donc, ok. Voilà. Donc te voilà arrivé à la fin de tes études. Fin de mes études, très belle expérience du coup privée, publique, voilà. Et je suis partie voir un petit peu ce qui se passait ailleurs dans une start-up de technologie hôtelière. Ok. Donc, pour ceux qui le connaissent, c'est un PMS qui s'appelle Muse. Ah oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Eh bien, quand PMS hôtelier, vraiment très peu utilisé sur le marché. Voilà, tout nouveau. Tout nouveau, mais il se trouve que en 2019, à ce moment-là, c'est très peu connu encore quand moi j'arrive. On ouvre à peine le marché français et c'est une ancienne maître d'apprentissage de chez Hilton qui, à ce moment-là, participe à l'ouverture du marché français, m'appelle et je la rejoins du coup dans son équipe et je découvre une autre facette de l'hôtellerie-restauration avec du coup vraiment une projection dans la tech que j'avais finalement très peu. En tout cas, à Matignon, j'avais mis en place quelques projets IT, donc j'avais un petit peu commencé à dénouer ça. Dans le cambouis. Voilà. Mais là, on était sur un autre niveau, pour ceux qui connaissent Muse, qui est un PMS extrêmement innovant, qui pense les choses de manière très avant-gardiste et très différente de ce qui existe sur le marché. On est d'ailleurs nous partenaires Muse.
on est intégré avec eux, donc Et bah voilà. on les connaît bien aussi. Voilà. Donc, tu faisais quoi chez Muse? Alors chez Muse, on est arrivé quand on a ouvert le marché français, c'était une toute petite équipe, on était 5. On est monté jusqu'à 30 à la période juste avant le Covid, pour donner un peu une idée du développement. Et je suis passée un petit peu à tous les métiers aussi. Moi, je fais des management training, un peu partout. Je teste. On est sur tous les services. Ouais. J'ai fait de la formation, on appelle ça Implementation Manager. Donc là, on va dans les hôtels, on analyse les problématiques opérationnelles et un petit peu les workflows qui se passent dans chaque établissement pour pouvoir implanter le PMS de la manière la plus optimale possible et former le mieux possible les Donc équipes. presque du sur-mesure, il y a des paramètres comme ça qui étaient Alors vous oui, activiez effectivement. selon les besoins et les spécificités des établissements. Effectivement, aujourd'hui le produit Muse est bien plus évolué puisque c'est une start-up qui développe des features en continu. Donc moi, en 2019, arrivé sur le marché français, nouvel environnement légal, puisque c'est un marché très spécifique, la France, avec les city tax, un certain nombre d'éléments à prendre en compte pour le système fiscal français. On était encore, oui, sur du sur-mesure pour appréhender ce marché. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus implantés et ils ont mis en place un certain nombre d'outils automatisés qui permettent de réduire ce temps. Mais moi, je passais en moyenne 1 semaine dans chaque hôtel au début. Ah oui. Voilà. Ah oui, c'est une grosse immersion. Ouais. Ouais, tu appréhendes tout Mais l'écosystème. le PMS, c'est vraiment l'outil central de l'hôtel. Et l'hôtel, c'est complexe parce qu'en plus, pareil pour ceux, alors les hôteliers qui nous écoutent, ils connaissent ces sujets par cœur et ils savent à quel point trouver le bon PMS, c'est très très dur. Mais pour ceux qui connaissent pas, ils peuvent avoir des catalogues de prix où les prix varient plusieurs fois par jour selon ce qui se passe dans la ville, dans la région, dans le quartier, selon la haute, la basse saison, il y a énormément de données, tout ça varie, tout ça est relié ensuite à d'autres canaux qui vont se déverser sur des apporteurs, sur le site internet. Ça gère aussi ensuite vraiment dans chaque chambre qu'est-ce qui se passe, comment le client est accueilli, quel niveau d'accueil il a parce qu'il est plus ou moins VIP, parce qu'il a choisi une suite ou une chambre simple, est-ce qu'il va aller au spa, c'est très 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 complexe comme type de logiciel. Tout à fait. Voilà. Donc ça m'étonne pas que tu pouvais là facilement passer sur un établissement pour que tout soit carré. Exactement. Donc ça t'a nourri encore. Voilà. Et ça a complété tes expériences passées. Complètement. Encore une autre facette du miroir, quoi. Et puis c'est vraiment une culture de s'imprégner de tous ces environnements différents, d'un hôtel indépendant, d'un groupe, d'une coopérative hôtelière, avec restaurant sans restaurant. Donc Muse, ça a été une expérience extraordinaire. À la fin, j'étais on va dire account manager pour les grands comptes. Donc là, on déployait en fait sur des chaînes, ce qui est encore un autre travail, avec des spécificités. Mais voilà, en tout cas, ça a été vraiment une expérience extraordinaire et je me dis toujours que si je n'étais pas passée par Muse et plus globalement par la tech, je serais vraiment passée à côté de beaucoup de choses. En termes d'ouverture d'esprit, en termes de réflexion, en termes de stratégie. Et c'est pour ça que c'est important de lever la tête un petit peu de l'opérationnel parfois et d'aller essayer de réfléchir autrement. Et le recrutement fait partie de ces réflexions pour revenir à... Et là, pour situer, on est en quelle année? Donc, tu finis ton expérience dans cette start-up. Pars pendant le Covid. Période extrêmement compliquée pour les prestataires de services. Alors évidemment pour les hôtels et les restaurants. Pour les prestataires, vous le savez bien. Hôtels complètement fermés. Nous, quand les établissements fonctionnent pas, on fonctionne pas. On fonctionne pas. Donc, oui. Toute une difficulté pour reporter l'activité d'un point de vue technique. C'est-à-dire des milliers de chambres louées déposées sur Muse qu'il fallait
reporter avec des politiques commerciales, etc. Donc ça a été je dois dire, très challenge, très difficile à porter parce que on était aussi un petit peu les partenaires des hôteliers dans ces moments-là. On voyait aussi la perte du chiffre d'affaires, on voyait des établissements, on se disait oh là là, mais comment ça va être quand est-ce que ça va rouvrir en fait, tout simplement. Et voilà, ça a été l'occasion aussi pour moi de me dire j'ai vu grandir Muse en France, j'ai appris plein de choses et donc je décide pendant le Covid de me mettre à mon compte. Voilà, de partir. De laisser la place à... Courageuse, Julia. Voilà. Oui. C'était un cycle qui se finissait. Qu'est-ce que tu envisageais à ce moment-là? Parce que se mettre à son compte, c'est un projet en soi, évidemment. C'est un sacré tournant dans une vie. Et qu'est-ce que tu avais envie de faire à ce moment-là? Est-ce que tu avais déjà appréhendé quel projet tu avais tout simplement? Est-ce que c'était tout de suite le recrutement? Est-ce que comment tu te positionnais à cette époque-là? Pas du tout. La première chose que j'avais en tête, c'est Muse m'a donné m'a fait tomber cette barrière de l'hôtelière, de la restauratrice, tu veux, que j'avais, qui était qu'il fallait être sur le terrain 90 heures par semaine, sur place, qu'on faisait rien sans être physiquement présente, si tu veux, voilà. Et en fait, Muse m'avait donné cette liberté de travailler avec un ordinateur et de me rendre compte à quel point je pouvais être productive depuis l'Ardèche, depuis ce que tu veux, voilà. Les Bahamas. Depuis les Bahamas. Tu vois, moi je reste en France, mais voilà, oui, clairement, ça m'a fait tomber une barrière psychologique énorme que je n'avais pas connue ayant des parents hôteliers-restaurateurs de l'ancienne école. Donc je suis partie avec ça, déjà, c'est pas rien. Cette idée de se dire, avec un ordinateur, aujourd'hui on fait beaucoup de choses et un peu de jus de cerveau. Et donc en fait, j'ai commencé par accompagner d'anciens clients Muse, des connaissances de mon réseau sur le paramétrage de PMS, de POS aussi pour la partie restauration. En fait, j'ai pris un petit peu tout ce qui venait, pour être honnête. On n'est pas trop gourmand. C'est pour ça que c'est intéressant que tu le partages, parce que c'est bien de désacraliser ce démarrage de période. On a l'impression que souvent, on a tout de suite on sait où on va, le positionnement, voilà, le concept. Alors que finalement, au démarrage, je pense que beaucoup de personnes, en tout cas, fonctionnent comme ça. Ils se disent, j'ai ces compétences-là et par opportunité et réseau, je commence à accompagner petit à petit, à semer des graines partout. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors bien sûr, et ça je m'en cache pas, je suis partie en rupture conventionnelle, donc j'étais pas sans filet de sécurité, et ça, je le dis à beaucoup d'indépendants qui veulent se lancer aussi, c'est très important pour démarrer sereinement. J'avais quand même la tête sur les épaules en me disant voilà, si au bout de quelques mois je fonctionne pas, il faudra que je rebondisse autrement. Mais effectivement, j'ai pris un petit peu tout, de la création de cartes, de la tech, des projets très divers et variés. Et petit à petit, sans que je n'y ai pensé, le recrutement est arrivé sur le tapis à l'aube de la rouverture des établissements. Où là, j'ai commencé à avoir de la demande. Et Julia, tu connais pas un chef, on rouvre. Tu connais pas de chef de rang, on rouvre. Et bien sûr, je me suis emparée de cette mission, voilà, à bras le corps, en me disant mais pour sauver nos établissements, il faut que on ait des bonnes personnes qui soient là quand on rouvre. Et c'est comme ça que petit à petit, au début, c'était une toute petite part, j'ai commencé à me dire, en fait, placer des personnes, c'est un métier. Complètement. Donc, c'était des coups de main que tu rendais au début, ou tu avais quand même une petite tarification, quelque chose que tu avais mis en place? Totalement gratuit. Si mes clients m'entendaient aujourd'hui, ils n'y croiraient pas. Mais non, c'était vraiment des coups de main. C'était des coups de main, faire appel à mon réseau, et puis aussi dans l'autre sens, un ami chef, le dépanner en lui trouvant l'opportunité qui colle avec ses nouvelles aspirations post-Covid. Mais en fait, c'est là que j'ai très vite compris que je le prenais plus à cœur qu'une mise en relation, et qu'en fait, ça me plaisait profondément de mettre la bonne personne au bon endroit. Et que ça
ça ne s'invente pas. Il faut vraiment creuser, se poser, analyser des deux côtés les besoins, l'offre et la demande. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai commencé à mettre les mains dans le recrutement. On va évidemment rentrer dans le détail. On a plein de questions pour toi sur ces aspects-là de préparation de recrutement, etc. Juste pour finaliser un peu le parcours et savoir aujourd'hui, du coup, comment tu es structurée. Donc, tu as une agence. Voilà, si tu peux un petit peu nous raconter, comme ça, on scelle ce pan court avant de passer à la partie pratique. Donc, effectivement, il y a un petit peu moins de 2 ans, je vois cette opportunité business, puisque j'ai mis un peu de temps à l'appréhender comme une opportunité business, quand même. Okay. Ouais. Au début, tu te donnes des coups de main et tu te dis comment maintenant je vais tarifier ça, en fait. T'avais du mal à trouver ton modèle. Ouais. Et puis dire aux gens maintenant c'est payant, quoi. En fait. C'est sympa, hein. Il faut bien que je mange. Donc, quand j'ai appréhendé ça, je me suis dit, ok, j'ai une expertise métier. J'avais eu la chance de travailler dans des métiers assez différents et de couvrir quand même majoritairement le secteur. Mais par contre, j'avais pas fait de RH, quoi, de recrutement pur. Donc, je me suis lancée en rejoignant un réseau de recruteurs indépendants. Dans un premier temps, j'avais besoin d'être rassurée, j'avais besoin de me dire que voilà, j'avais un backup, que je pourrais parler à d'autres recruteurs indépendants. Donc voilà, moi quand j'ai commencé en janvier 2022, janvier 2022, j'ai rejoint un réseau de recruteurs indépendants qui m'a du coup vraiment aidé à me lancer. Alors c'est surtout psychologique cette aide parce qu'en fait quand on connaît le métier, quand on a une expertise, c'est à nous de faire le boulot après, de prospecter, etc. Mais effectivement, ça m'a permis de me lancer. Voilà. Et pour le futur, j'envisage peut-être maintenant de voler de mes propres ailes prochainement. Et puis peut-être de développer un peu plus une partie marque employeur aussi pour accompagner un peu plus loin les clients. Aussi. Parce que tu perçois des demandes à ce niveau-là, ou c'est ton aspiration aussi d'élargir un peu, même intellectuellement, d'être un peu plus stimulé en ouvrant les vannes? Je pense que c'est un petit peu les deux. J'ai de la demande et puis finalement c'est quelque chose que je fais aujourd'hui au quotidien parce qu'on prend pas un recrutement comme ça de manière isolée. Il faut toujours un contexte, il faut toujours un travail de réflexion autour de ce poste. Et ça m'arrive d'ailleurs de dire à des clients, vous n'êtes pas prêts pour recruter à ce poste, pour X ou Y raison. Et parce que oui, intellectuellement, je pense qu'il y a des choses à faire, il y a de la sensibilisation à poursuivre, parce qu'aujourd'hui, ça a quand même bien démarré. Mais voilà, je pense plus de la formation en ligne, à des outils pratico-pratiques qui peuvent être vite actionnés par les opérationnels en partageant mon expérience aussi. Du coup, pour clôturer un petit peu sur ça, aujourd'hui, on te retrouve sous ta propre structure qui s'appelle l'agence Compère. Oui. Qu'on mettra en tag, en lien, comme d'habitude. Donc, vous pourrez facilement aller sur son site où on peut retrouver un peu ce que tu viens d'expliquer sur l'étendue de tes services et comment te contacter. Oui. Il y a tout sur le site. Donc, sur le site. Avec plaisir. Parfait. Maintenant. Parlons peu, parlons bien. Parlons recrutement. Oui. Alors, chers auditeurs, on va partir du principe qu'on se met dans la peau de je dirige un service ou je fais partie d'un service et je suis en charge d'un projet recrutement. Déjà, la base de la base, est-ce que on peut se préparer à effectuer un recrutement? Est-ce que pour toi, la personne qui se retrouve en charge du bébé doit se poser et se mettre face à quelques questions ou face à une méthode? Alors oui, très franchement oui. C'est et c'est justement ce qui n'a pas été fait pendant de nombreuses années parce que la main-d'œuvre ne manquait pas. Donc on a pris cette très très mauvaise habitude dans l'hôtellerie-restauration de dire oh bah si c'est pas toi, je trouverai quelqu'un d'autre. Ce n'est plus du tout le cas.
Et aujourd'hui, alors on parle de postes vacants dans l'hôtellerie-restauration, les chiffres varient énormément, mais globalement autour de 150 000 postes vacants aujourd'hui sur le marché. On est donc devenu une industrie pénurique. On est passé vraiment en industrie pénurique. Donc, comment ne pas se poser et réfléchir à sa stratégie de recrutement? C'est impossible aujourd'hui d'aborder les choses sans avoir fait un état des lieux, sans avoir audité un petit peu la situation. Donc oui, un recrutement se prépare, un recrutement se discute. On fait pas un recrutement tout seul, surtout aujourd'hui. C'est vraiment un travail d'équipe, c'est une réflexion stratégique. Et surtout, on réfléchit à ce dont on a besoin et on ne se base pas sur notre ancien salarié qui est parti pour définir une fiche de poste, un persona type, parce que c'est une façon de faire qui mène très souvent à l'échec. D'accord. Donc en gros, c'est pour ça que tu dis que c'est stratégique, on va plutôt énumérer les points où on est en difficulté parce qu'on pense que le temps absorbé par chaque personne de l'équipe est au maximum. On peut pas aller au-delà et donc il faut qu'une autre personne arrive. Complètement. Ok. En fait, il faut vraiment analyser, repartir d'une page blanche aujourd'hui quand on recrute. Alors, bien sûr, on a son expérience, on sait quelles compétences sont recherchées, quelles compétences techniques, etc. Mais l'idée quand on fait ce travail, c'est de revenir un peu une feuille blanche et dire aujourd'hui, en 2023, bientôt 2024, selon le marché actuel, comment est-ce que j'ouvre ce poste? Comment est-ce que je me positionne? Comment est-ce que je revois les choses de manière à être attractif et à combler mon besoin? Et aujourd'hui, les pratiques ont énormément évolué. Donc il y a un double objectif. Il y a combler mon besoin de façon sensée, avoir vraiment un raisonnement par rapport à mon besoin, mais il y a aussi le fait d'être attractif puisqu'on est sur un marché qui est tendu. Tout à fait. Ok. Et il faut arriver à faire cette équation et ça va finalement changer pas mal la façon de procéder parce que du coup, on va se dire « Ah bah ça peut aussi impacter l'équipe derrière et on ne va pas revoir que l'ouverture de ce poste, on va aussi revoir une vue d'ensemble avec peut-être un peu plus de changements que prévu ou bien avec un remaniement de l'organisation du travail. » Et toi, tu peux intervenir justement aussi là-dessus avec cette vision d'un impact d'un recrutement unique qui va finalement générer pas mal de modifications, d'ajustements en tout cas dans une équipe existante. Tu peux accompagner aussi cette transformation de périmètre de poste en interne où la limite est assez... Alors, oui, la limite est assez fine. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose... Je freine en fait pour ne pas faire ça. Parce que c'est un autre métier. Moi, je suis vraiment ce qu'on appelle chasseur de tête, recruteur indépendant. C'est l'action de combler ce manque sur une personne à recruter. Défini. Un manque défini, exactement. Pour autant, j'ai du mal à rester dans mon cadre puisque quand on prend le contexte, on ne peut s'empêcher de, en tout cas, au moins ouvrir les questions auprès du client, au moins le sensibiliser en lui disant « Attention, là tu ouvres ce poste, je te conseille de te pencher sur ça, ça, ça. On en reparle dans 1 semaine, 10 jours. Je pense que tu n'es pas encore tout à fait au clair. » Oui, tu leur donnes des exercices. Oui. J'open les portes. Et voilà. On a besoin de cette vue d'ensemble pour préconiser, mais même, j'imagine en termes de savoir-être, de posture, d'affinité dans l'équipe, tu dois quand même mesurer et avoir, une vue d'ensemble tout simplement de l'équipe en face, parce que tu vas pas. Il y a les compétences évidemment, mais il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills qui qui sont hyper importantes évidemment côté client, mais aussi en interne avec l'équipe et de faire matcher des bonnes personnes déjà dans une bonne équipe. Ça nécessite quand même d'avoir cette vision.
Complètement, et c'est pour ça que le briefing, en tout cas dans mon process, prend énormément de place et que je peux le faire parfois en 1 temps, 2 temps, 3 temps, jusqu'à ce que j'ai, à mon sens, L'ensemble des réponses. un ensemble d'éléments suffisamment pertinents pour me dire: «OK, je m'oriente vers tel profil, tel profil, tel profil». Ce serait quoi pour toi est-ce qu'il y a des piliers de base quand tu vas faire ce premier appel un peu de découverte sur le besoin? Est-ce que on va dire peu importe les services, peu importe le profil recherché, t'as un peu il y a un peu 2-3 questions évidentes que tu vas forcément poser qui peuvent aider nos auditeurs aujourd'hui à partir dans le bon sens? Oui, alors moi déjà j'ai vraiment besoin de cadrer le modèle économique en général. Tout le monde n'est pas toujours au clair, même le propriétaire du restaurant n'aura pas forcément la même définition que moi. OK. Donc c'est parce que tu vois, c'est très varié. Une brasserie aujourd'hui, ça peut être une brasserie de luxe, comme ça peut être limite la petite brasserie bistrot de quartier qui ne délivre pas du tout le même service. OK. Donc en fait, je commence toujours par être sûr qu'on est aligné sur la définition de son établissement, Son positionnement. son positionnement. OK. Tu fais quoi aujourd'hui? C'est quoi ton ticket moyen? Quel est ton degré de technicité culinaire ou de service sur une note de 1 à 5, 1 à 10, voilà, peu importe. On peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de se poser ces questions. Est-ce que tu fais du volume? Est-ce que tu fais pas de volume? Est-ce que je mesure aussi, j'allais parler comme si on parlait de séjour, mais le temps, le temps pour lequel les employés restent dans l'entreprise, dans l'établissement. Est-ce que c'est un turnover En moyenne. Ouais, en moyenne. OK. J'allais parler de long stay et de short stay. Ouais, mais c'est un peu pareil. OK. Mais est-ce que ton personnel reste longtemps? Est-ce qu'il a tendance à partir rapidement? Donc en fait, je vais vraiment commencer en fait par m'assurer que le client sait me parler de son établissement de manière claire sur le modèle, sur l'organisation du travail et sur le degré de qualité qu'il délivre au client. C'est globalement les 3 choses que j'analyse. Et de ça, je fais un peu des petites cases dans ma tête en me disant: «OK, on est plutôt sur tel profil, tel profil, tel profil. On est plutôt sur du centre-ville, de la périphérie. On est plutôt sur voilà, du volume, de qualité ou de l'assiette très bien faite avec un temps de service plus long». Et en fait, tout ça va me permettre de vraiment aller chercher le profil qui correspond à ce reflet de l'entreprise, en fait, si tu veux. OK. Et Vas-y, pour Solène. structurer justement ça, là, on était dans la phase amont d'analyse, d'immersion et de vraiment compréhension du poste. Comment tu formalises après ça? Quel est le process? On connaît tous les fiches de poste. Est-ce que c'est forcément c'est incontournable? Est-ce que toi tu peux aussi à un moment ne pas forcément passer par là, en tout cas pas la formaliser avec l'établissement, mais te dire que tu vas d'abord aller regarder dans ton réseau. Enfin voilà, comment ça se passe concrètement après, une fois que vous êtes mis d'accord sur le besoin? Comment tu formalises tout ça? Alors en général, je commence par remettre toutes mes notes au propre de briefing et à l'envoyer au client en lui disant: «Est-ce que déjà tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit?» De manière assez naturelle, il va avoir tendance à rajouter lui-même tous les atouts qui le mettent en avant, qu'on n'a pas forcément évoqués. Parce que moi, quand j'écris un briefing, je suis un peu factuelle et je vais pas forcément dans le sens du restaurateur de prime abord. Je dépeins un portrait et là il va me dire: «Mais Julia, aussi je paye le taxi voilà après 23 heures, je fais ci, je fais ça». Donc on va construire ensemble et j'essaye toujours de le pousser à le faire par lui-même les différents éléments qui vont constituer en fait les atouts pour vendre ce poste. La fiche de poste.
si on peut y venir, la fiche de poste, faut savoir que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas un document légal. Ça n'a aucune valeur juridique. La fiche de poste, c'est une habitude que l'on a parce que ça a toujours été un petit peu l'élément qui accompagnait les offres d'emploi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, elle est clairement vouée à disparaître. Ok. On en voit de moins en moins. On nous en demande de moins en moins. Du côté des candidats aussi. Et on a plus tendance aujourd'hui à synthétiser tout ça dans l'offre d'emploi elle-même. Beaucoup confondent fiche de poste et offre d'emploi. Il y a l'offre d'emploi, besoin défini, dans laquelle, on glisse une fiche de poste souvent très détaillée. Aujourd'hui, elle est de moins en moins demandée et elle est de moins en moins faite parce qu'on est passé en secteur pénurique et qu'on n'a pas le temps de détailler des choses qui en plus évoluent hyper vite. Ok. Donc, moi, en général, ce n'est pas une fiche de poste que je rédige. En revanche, je vais poser beaucoup de questions sur le poste en lui-même. Alors là, je parle plus du contexte, on l'a clôturé, ça. On a le contexte, on a la structure. Je vais poser énormément de questions au client pour savoir plutôt sa vision du poste. Donc, on va rentrer plus sur quelque chose. Donc là, tu parlais de soft skills, Solène, tout à l'heure. Je vais en fait peut-être plus axer cette partie-là pour vraiment essayer d'identifier la personnalité qu'il recherche parce que moi, il va falloir que j'aille très vite derrière. Et si on parle que de fiches de poste, alors faut maîtriser les règles d'hygiène, il faut servir 30 couverts par jour, etc. Ça n'a plus vraiment de sens aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va vraiment chercher les éléments différenciants et c'est ça qu'en fait je résume sur un document. Et quand tu dis qu'il faut aller très vite, lié à la pénurie bien sûr, mais c'est parce que souvent les demandes que tu as sont des demandes immédiates de recrutement, c'est-à-dire ils ont un besoin alors oui, tout de suite quoi. Ouais. Le vrai souci aujourd'hui même, c'est que on m'appelle et c'est un peu normal. Je suis recruteur indépendant, donc on essaye toujours de se débrouiller par soi-même en premier lieu, mais on m'appelle, le poste est vacant depuis 1 mois déjà. Donc les équipes pâtissent de ça. C'est très compliqué. On est souvent dans l'urgence et par contre ce qui est chouette, c'est que vraiment depuis que j'ai des clients maintenant de long terme, je me rends vraiment compte qu'ils ont pris ce pli d'anticiper. Et maintenant, on m'appelle, là où on m'appelait 3 mois plus tard, on m'appelle plutôt 3 mois avant, maintenant, de plus en plus. Ok. Donc, il y a un vrai travail d'anticipation à mener de ce côté-là. Et effectivement, les candidats aujourd'hui, ils partent en 48 heures. En 48 heures, si on n'est pas revenu vers eux, alors je parle pas des postes de top management où on est encore sur des process un peu plus longs, un peu plus qualifiants, mais on parle d'un très bon maître d'hôtel, d'un bon chef de cuisine. 48-72 heures, vous donnez pas de nouvelles, vous n'avez plus le profil. Parce qu'il est parti ailleurs. Il est parti ailleurs. Ok. Alors, c'est pas toujours le cas, évidemment. Parfois, c'est 1 semaine. Parfois, certains sont extrêmement intéressés par l'opportunité, donc on prend un peu plus le temps. Certains n'ont pas encore posé leur préavis, donc voilà. Mais globalement, la mécanique à avoir, c'est d'être extrêmement fluide, extrêmement rapide. Et donc, pour ça, moi, j'ai besoin d'appeler le candidat et d'avoir sur une feuille tous les points différenciants en lui disant, voilà, t'as 5 offres de chef de cuisine, mais la mienne, elle est meilleure. En fait, là, c'est presque inversé dans ce secteur. Souvent, c'est plutôt le candidat qui va avoir quelques difficultés à déjà passer le stade d'entretien dans une société. Il est souvent mis en concurrence avec plein d'autres candidats. Là, le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, le système est complètement inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt le candidat qui est roi et qui se fait vraiment désirer. Et tant mieux pour lui d'ailleurs, il a ce choix-là. Mais côté entreprise, ça doit être très très complexe. Cette réactivité nécessaire doit être compliquée. D'autant plus que c'est vraiment nouveau, que je confirme ce que dit Julia, ça date de l'après-Covid. Parce que avant, c'était en effet plutôt l'inverse.
Complètement, il y a eu un renversement de situation. Alors, après avoir été complètement ébahis par la situation, les professionnels ont pris quand même. On a une chance dans l'hôtellerie-restauration et on l'a vu pendant le Covid, c'est que des propriétaires de restaurants un petit peu old school qui ne voulaient jamais entendre parler du digital se sont tous mis sur Deliveroo et Uber Eats. On est quand même une profession où la culture est vraiment dans la débrouillardise et en fait on prend les choses quand elles arrivent sur nous. Et en fait, il a fallu aux restaurateurs finalement peu de temps pour qu'il y ait cette vague de prise de conscience sur oh là là, on n'a plus personne, c'est bon, ça fait un mois qu'on râle, maintenant il faut faire quelque chose. Et vraiment, je vois la différence. Je sens la différence entre les débuts et aujourd'hui. On est vraiment dans ce travail de bon, ok, il me manque 3 serveurs, mais là, il faut que je trouve une solution, donc je vais revoir ma façon de faire les choses. Alors, bien sûr, il y a toujours des questions d'ego, voilà, qui sont un peu difficiles à travailler, mais plus les jours passent, plus on est dans cette dynamique avec les professionnels de l'hôtellerie-restauration. Et donc aujourd'hui, ils le disent, les candidats sont rois. Et quand moi je leur dis, si dans 2 jours t'es pas revenu vers moi, on perd le candidat, ils reviennent avant 2 jours vers moi. Et ça, c'est hyper chouette à voir parce que on se rend compte qu'il y a un peu cet instinct de survie et que ils mettent les choses en place, ils sont un peu au pied du mur, mais ils le font quoi. Ils ont malgré les opérations. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait, comme tu dis, ça fait partie de la culture parce que quand il y a un four qui tombe en panne, quand il y a une grève de transport et que la moitié de l'équipe vient pas et que à l'intérieur il y a 400 clients, bah faut que ça tourne. Complètement. On est un métier habitué. C'est le bon côté. Est-ce que tu penses, si à un moment la tendance passe inverse, mais en tout cas se rééquilibre un petit peu entre le marché, les besoins, les candidats présents disponibles et les besoins côté entreprise, établissement, est-ce que tu penses que ton métier vraiment de recruteur va aussi être impacté ou du coup c'est rentré un petit peu dans les esprits de faire appel à toi, c'est-à-dire, enfin toi en tant que recruteur indépendant ou des agences plus conséquente côté recrutement. Est-ce que tu penses que ça va rester, que ça a permis de vraiment de diffuser aussi ce réflexe au sein des établissements de faire appel à des professionnels et de déléguer cette partie-là? Ou est-ce que tu penses que ça pourrait aussi à un moment retrouver un petit équilibre et que tu aies toujours bien sûr une activité mais que ça soit moins dans ce rush-là permanent? Alors, c'est hyper intéressant ta question. La première chose pour répondre à la première partie, oui, je pense que ça va se réguler. À un moment donné, comme toute crise, ça va se réguler. Je pense juste que ça va pas se faire dans l'année. Non, je pense pas non plus. Non. Voilà, moi j'ai tendance à dire, à mon avis, et c'est personnel, peut-être d'ici 4 ans ou 5 ans, on commencera à voir les effets d'une vraie régulation. Donc une vraie régulation, c'est-à-dire du point de vue du salaire, du point de vue de la convention collective, du point de vue donc légal, juridique, et du respect de toutes ces nouvelles normes, et du respect de toutes ces nouvelles par les professionnels, parce qu'on sait tout à fait. Il y a ce qui est demandé et il y a ce qui est la réalité, et c'est là où je pense que le secteur vit un grand pivot. Oui. C'est que les abus étaient fréquents. Je pense que toute personne qui a travaillé dans l'hôtellerie-restauration avant Covid, en tout cas à 100%, a vécu des abus récurrents sur absolument 99% des marques pour lesquelles il a travaillé. Donc je pense aussi que cette régulation, pour compléter ce que tu dis Julia, elle va venir aussi des marques employeurs. Je pense qu'ils sont vraiment face à un grand challenge qui est moins vrai sur les lieux événementiels purs, pour prendre aussi ce segment qui nous écoute aujourd'hui, parce que il y a une culture différente sur les lieux événementiels. Ils n'ont pas la même culture que l'hôtellerie-restauration, et je pense que ils ont toujours été beaucoup plus en rondeur avec leurs employés. Il y a aussi tout un
tout homme parti de prestataires, etc. Ils gèrent pas les mêmes masses sur les lieux événementiels d'équipes. Il y a moins d'opérationnels intégrés. C'est pas 100% vrai ce que je dis, mais c'est quand même par rapport à l'hôtellerie-restauration où c'est 100% des équipes en interne. Quand on gère une équipe où peut y avoir des centaines de personnes sur la restauration, des centaines de personnes sur les étages, je parle des employés, je parle pas des clients, Bien sûr. des centaines de personnes au niveau de ce qu'on appelle les front desk, la conciergerie, la réception, le guest relation, etc. Ça peut un peu ça peut un peu partir dans tous les sens et je pense que c'est le challenge de ce segment aujourd'hui sur la façon dont ils appréhendent leur management et leur recrutement. Je pense que ça a un gros pivot qui a été accéléré par le Covid. Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est en ce sens déjà que ça ne va pas se faire tout de suite parce qu'on est sur un changement profond qui va s'opérer et puis moi j'aime beaucoup en discuter avec mon papa qui est donc restaurateur années 80 et qui me dit mais Julia mais qu'est-ce qui se passe dans le monde de la restauration et c'est hyper rigolo parce qu'on a des avis très tranchés sur la façon de voir le futur de la restauration mais finalement on se rejoint sur pas mal de points essentiels et il me dit nous c'était simple, c'était le travail, on n'avait pas de vie. Vous aujourd'hui la vie prime et sur le travail et les générations d'après encore plus et donc oui d'ici peut-être 5 ans on verra les prémices d'un équilibre arriver mais il faudra certainement bien plus pour arriver à nouveau à c'est cet équilibre aussi sur l'offre et la demande et sur l'épanouissement des professionnels et des candidats dans ce secteur. Donc ça, effectivement, c'est pour la partie régulation, on va dire. Et pour la partie recruteur indépendant, ça a aussi profondément changé cette vision des professionnels de l'hôtellerie-restauration sur le fait de faire appel à quelqu'un d'extérieur, ce qui n'était pas du tout ancré, mis à part pour des postes de très haut niveau, des profils de très haut niveau sur certaines structures qui souvent avaient aussi l'assise financière, etc. On disait je vais chercher un cabinet, de toute façon des cabinets de chasseurs de tête ou de restauration, tu en as 2-3 historiques qui étaient extrêmement bien implantés en France depuis plusieurs années. Puis souvent c'est France, Benelux, Suisse, c'est des filiales qui sont sur ce territoire francophone. Et en fait, nous, on arrive là, la jeune génération de recruteurs indépendants, on n'est pas beaucoup. Aujourd'hui. On n'arrive pas à répondre à la demande. Pas beaucoup, ça représente quoi à peu près, si tu peux nous donner une idée? 1000 personnes. Non, mais c'est ça. Non, franchement, je saurais même pas te dire, mais en fait, sur mon réseau LinkedIn, je pense que je dois avoir en contact et on s'ajoute tous, tu sais, entre nous parce que même si on se parle pas forcément, on regarde un peu ce que fait tout le monde. On n'hésite pas aussi à se contacter quand on a un bon profil sous le coude pour pas le perdre, tu vois. Et je sais pas, peut-être que alors que moi je fais ça tous les jours, que je passe ma vie sur LinkedIn, je dois avoir à tout casser 12 à 15 recruteurs indépendants qui font de l'hôtellerie-restauration, je parle d'une manière exclusive, en tout cas vraiment spécialisée. Spécifique, expert CHR, puisque t'en as qui font logistique restauration, t'en as qui sont un peu plus event restauration, food, etc. Moi je te parle vraiment en fait j'identifie les confrères et consoeurs experts CHR, donc c'est vraiment qui sont sur cette convention collective parce que c'est vraiment ça nous notre cadre légal si tu veux. On n'est pas beaucoup et il y en a de plus en plus qui arrivent sur le marché. Ça a ouvert la porte aussi à un petit peu des dérives parce que certains se rendent compte de l'opportunité mais ils sont pas forcément experts métiers. Donc en fait finalement ça se voit vite après côté client, ils en ont pas beaucoup généralement. Ils en ont pas beaucoup et c'est la raison pour laquelle aussi les quelques individus dont je fais partie qui ont pris ce pas-là et qui vraiment
reste focus sur ce secteur, on est hyper demandé et on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes parce que voilà, quand on est recommandé, Julia elle a trouvé un profil, 2 profils, 3 profils, après vous avez 10 restaurateurs qui vous téléphonent derrière et c'est génial pour le business, mais on voit qu'il y a une demande en tout cas. Alors combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. En tout cas, on est globalement dans le monde de l'entreprise dans une dynamique où on externalise les RH et les ressources humaines, de toute façon. Avec l'arrivée du télétravail, avec les assistantes administratives qui font maintenant tout en remote. La RH commence à être décentralisée aussi, et notamment le recrutement et le sourcing. Donc, je ne pense pas, la pratique évoluera certainement, mais je ne pense pas qu'on reviendra en arrière là-dessus. Oui, il va y avoir des équilibres, mais il y aura pas un retour à zéro, quoi. Je ne pense pas. Ok. Et sachant que dans le recrutement, on propose plusieurs choses. Donc, il y a la chasse de tête par approche directe, mais il y a aussi le RPO, donc qui est en fait le outsourcing du process de recrutement. On externalise entièrement son processus de recrutement, par exemple pour une ouverture d'hôtel. Allô Julia, est-ce que tu peux travailler 2 jours par semaine forfaitairement sur mes recrutements pendant 6 mois, le temps que j'ouvre l'hôtel? Et c'est hyper avantageux pour eux parce qu'ils ont un expert CHR recrutement qui fait que du sourcing et qui leur envoie plein de candidats. Et au bout de 6 mois, leur besoin redescend et ils ont pas besoin d'avoir quelqu'un à l'année. De toute façon, d'où le succès de ce genre de pratiques d'externalisation qui sont beaucoup plus agiles en termes de budget. Parce que vous êtes des fonctions support du secteur. J'allais revenir un petit peu à la fiche de poste ou offre d'emploi, etc. Juste pour faire un petit zoom sur le profil commercial événementiel, puisqu'on a beaucoup parlé de l'opérationnel. Moi, ça m'arrive souvent, je sais pas toi Solène, qu'on me dise j'ai besoin de recruter une commerciale événementielle, mais je sais pas trop comment expliquer ce que j'ai besoin. Et alors là, c'est la foire, je vois de tout. Et comment doser le besoin en volume. Voilà. Ou en gros, ils vont nous sortir des choses du genre, il faut qu'elle fasse aussi toute la partie newsletter, et puis pourquoi pas un peu d'Instagram, et puis ce serait bien qu'elle fasse du développement commercial. Oui, mais c'est-à-dire, c'est quoi? C'est de l'appel à des gens qu'elle connaît pas? Est-ce que c'est d'organiser des événements? Est-ce que, des événements clients, bien sûr, prospects, participer à des salons, etc., etc. Je sens que c'est souvent un métier sur lequel c'est un peu flou. Est-ce que toi qui as fait ce métier-là, si demain tu devais recruter, tu disais qu'aujourd'hui la tendance est plutôt de chercher un profil, une personnalité, tu recommanderais quoi? Tu leur dirais quoi? Je pense que impérativement vous devez chercher telle chose sur un profil. Sur un profil de commercial, tu veux dire, plus spécifiquement? Alors déjà, je te rejoins sur une chose, c'est que je suis assez rarement sollicitée sur des postes de commercial parce qu'on peut pas faire tous les métiers parfaitement bien. Mais ça m'arrive. Tu pourrais, parce que vu ton passé, je pense que tu le comprends bien. Aujourd'hui, j'en recrute une, par exemple. Voilà. D'ailleurs, parfait exemple. Et effectivement, je te rejoins déjà sur un point essentiel, c'est que sur ce poste, à chaque fois que j'y suis confrontée, j'ai énormément de difficultés à comprendre le besoin du client. C'est-à-dire qu'en fait, dans le couteau suisse de l'établissement. Parce que moi, j'ai mon idée de ce qu'est une sales d'hôtel, avec la partie groupe, chambre, MICE, meeting, food, mise en place de l'event, etc. Mais aujourd'hui, j'ai affaire à des gens qui me demandent effectivement des responsables sales and marketing and communication and social media. Attendez 2 minutes. Qu'est-ce que c'est que ce Stitch qui débarque? Je vois pas de quoi on parle. Donc en fait, je ne pourrais pas te dire aujourd'hui
quand vous recherchez un commercial, il vous faut tel profil. Mais je reviens finalement à ce que je disais au début de ce podcast, c'est que il faut vraiment se poser les bonnes questions et analyser son besoin. Et encore récemment, sur ce recrutement-là dont je te parlais, pour lequel j'ai été sollicitée, finalement, je ne recrute pas du tout une commerciale, je recrute une responsable communication. Vois-tu. Donc, je crois que les experts comme vous, sur la partie commerciale, doivent aussi mener ce travail de sensibilisation auprès des professionnels, des employeurs, des recruteurs, parce que je crois qu'en fait ce métier, il est quand même encore aujourd'hui très méconnu. Ah oui, ça, je confirme. Dans ses fonctions. On est un peu caché derrière plein d'autres métiers qui sont beaucoup plus visibles. Ouais. Et c'est un métier, ça fait partie des rares métiers qui n'a pas encore de formation dédiée dans le public. Si on va dans un lycée hôtelier, on va pas dans le BTS faire une option commerciale coupé événement, alors qu'il y en a dans tous les hôtels, dans beaucoup de restaurants. En tout cas, les marques leaders du marché ont des équipes dédiées à ce métier-là, mais il est très très méconnu. Mais avec Solène, je pense qu'on sera toutes les deux d'accord. On va pas faire un persona aujourd'hui parce que ce serait un peu long, mais on est toutes les deux d'accord pour dire, à mon avis, que c'est un métier à part entière et que plus vous allez demander à un profil de gérer des sujets différents qui sont des compétences très différentes. Oui. Savoir gérer une stratégie de communication, ce n'est pas savoir gérer une stratégie commerciale de lead entrant, de demande et de transformation et d'opération et de satisfaction client et de fidélisation, ça n'est pas les mêmes métiers. Donc, ça va être très, très compliqué si vous cherchez absolument pas les mêmes métiers, effectivement. En fait, la problématique, c'est que les établissements, souvent, le mettent sous la grande case développement. Et donc, dans le développement, il y a évidemment comment on développe. Et il y a tout un pan commercial, mais aussi la communication, le marketing. Et en fait, tout est très lié. Donc, je pense que la confusion vient de là, en fait, quand on veut développer, qu'on cherche vraiment à faire grandir son établissement, on essaye par tous les moyens, et tous les moyens sont bons, en fait. Donc, il y a la partie commerce, la partie com, marketing, et on aimerait trouver, en effet, une personne qui puisse porter toutes ces casquettes-là, ce qui n'est évidemment absolument pas possible. D'où on revient à ce que fait Julia aujourd'hui, qui est une prestataire de service sur un domaine bien précis, sur une expertise. Pour ceux qui nous écoutent, sachez que c'est une option que vous avez de déléguer certaines choses à des prestataires extérieurs, notamment sur la communication. Ça se fait plutôt bien. Il y a des gens très compétents. Quand le commercial de votre établissement, ça peut être plus dur à déléguer, encore que ça dépend à quel point c'est central. Mais si c'est vraiment central, c'est compliqué. Si c'est un petit pourcentage de votre activité, ça peut tout à fait être fait aussi par une commerciale aguerrie, externalisée. Et je vous invite à du coup aller parler à Solène, par exemple. Et à l'agence. Super. Bon en tout cas, je pense que c'était bien qu'on refasse un petit point sur le fait de pas mélanger les métiers. Oui. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour communiquer son besoin de recrutement? Alors, parce que toi, j'imagine que tu le fais d'une façon un peu différente d'une marque employeur. Quand tu cherches un profil, je pense que t'as pas les mêmes méthodes, mais déjà en tant que marque employeur, est-ce que pour toi il y a des canaux indispensables sur lesquels ça doit être visible? Bien sûr. Alors effectivement, moi je me mets à part parce que moi je fais vraiment de la chasse et de l'approche directe, donc je viens en fait présenter les éléments de la marque employeur dans un second temps. C'est pas une vitrine, donc effectivement ça c'est un autre travail. Pour des professionnels qui on parle presque de commercialisation d'offres d'emploi aujourd'hui, hein. C'est vraiment du marketing RH. Effectivement, il faut apporter beaucoup de soins à ce travail-là. Donc au même titre que l'on se pose pour définir un poste, un titre et un recrutement et un salaire, etc., on se pose pour
communiquer sur ce recrutement et transformer ce lead de la même manière qu'un business. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a des canaux qui sont extrêmement porteurs sur l'hôtellerie-restauration. LinkedIn en fait partie. Alors, on parle pas de publier une annonce sur LinkedIn, ce qui ne fonctionne pas forcément de la meilleure des façons, parce que LinkedIn est un réseau international très ouvert et que comme aujourd'hui, Indeed ou enfin voilà. tous ces gros. Alors, effectivement, tu vas avoir LinkedIn qui sera très bon si tu cultives ton personal branding en tant que DRH, en tant que propriétaire de restaurant, directeur, commercial. Voilà. Moi, alors, je suis... Oui. Je vais compléter ce que tu dis parce que Bien sûr. j'entends déjà certaines petites voix dans ma tête. Personal branding, ça veut dire quoi? Ça veut dire que régulièrement, vous êtes sur le réseau, vous faites des petits posts ou vous interagissez avec des personnes sur votre feed et vous likez, vous commentez et donc vous networkez digitalement sur LinkedIn. Ce qui fait que le jour où vous allez mettre un besoin en ligne, il y a de grandes chances qu'on vous réponde et qu'on vous recommande des gens et qu'on vous voit. Si vous n'allez jamais sur LinkedIn, que vous faites rien sur LinkedIn, qu'il n'est pas à jour, que votre photo elle est grisée, ça risque de pas très bien marcher. C'est pour ça que Julia l'a bien précisé. Voilà, d'où l'intérêt de networker sur LinkedIn, par exemple. Je te laisse continuer. Tu fais bien de le préciser. C'est vrai que pour moi, ça coule tellement de sources parce que j'y suis tous les jours. Mais effectivement, un restaurateur ou un opérationnel qui a bien sûr autre chose à faire de ses ou journées, une commerciale, ou une commerciale qui est occupée sur le terrain avec tous ces petits clients, tous ces aléas et ces petits clients à gérer. On n'y pense pas forcément, mais je le dis de manière factuelle. Aujourd'hui, c'est un des réseaux les plus puissants pour pouvoir recruter du personnel qualifié. Et donc, ça vaut le coup de se pencher sur la question, de se faire accompagner aussi, hein, parce qu'il y a aussi des prestataires qui vous aident à optimiser votre profil LinkedIn, à vous dire, bah voilà, je te rédige 2 posts par semaine, comme ça tu es visible et le jour où tu postes, tu as un algorithme qui fonctionne en ta faveur. C'est un vrai investissement. Ça, c'est réseau social personnel. Poster une offre d'emploi sur la vieille page entreprise qui n'est pas actualisée sur LinkedIn, ça ne sert à rien non plus. Dans la même trempe que ce que disait Clémence, c'est soit vous cultivez une page entreprise actualisée et là, bah super, vous avez des gens qui vous suivent donc vous avez de l'impact, soit vous utilisez votre page personnelle que vous avez pris le soin d'alimenter régulièrement. Ça, c'est une chose. Deuxième chose qui fonctionne, c'est donc la multidiffusion. Multidiffusion, c'est ce qu'on entend derrière, c'est ce qu'on voit derrière les job boards, tels que Welcome to the Jungle, Indeed, Monster, le Journal des Palaces, l'hôtellerie-restauration. Donc aujourd'hui, on peut utiliser des logiciels RH qui permettent de multidiffuser, ou bien on va aller poster à la main sur les job boards les plus pertinents ces annonces de recrutement. Ces stratégies de diffusion, toi, tu accompagnes le client là-dessus. C'est toi qui préconise ou c'est toi qui fais pour lui d'ailleurs? Comment ça se passe? C'est moi qui fais pour lui. En fait, moi, quand je prends une mission, c'est inclus, je multidiffuse de mon côté. Après, quand on prend un chasseur de tête, tel que moi je travaille aujourd'hui, on n'est plus vraiment sur de la multidiff, on est vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur de l'approche directe. En fait, moi, on m'appelle pour me dire Julia, je veux recruter à tel poste et en plus, je sais qu'il y a des super candidats là et là. Est-ce que tu peux aller les chercher? C'est autre chose. Tu vois, elle débauche, Julia. Bon, voilà, je voulais pas dire le gros mot, mais je débauche. Mais globalement, c'est un jeu de chaises musicale, hein. C'est comme c'est la loi de l'offre et de la demande. Et en général, un directeur de groupe ne va pas débaucher lui-même chez son concurrent, donc il est bien content que je le fasse. Mais revenons à une position de recruteur, d'employeur classique. Effectivement, la multidiffusion est une stratégie, comme tu le disais, Solène. Alors, soit tu es un tout petit indépendant et tu vas aller sélectionner tes job boards. Donc aujourd'hui, il y a des plateformes innovantes,
Startup Nation qui se lance aussi là-dedans, spécialisée hôtellerie-restauration. Donc, t'as Cocorico, t'as Likeo, que je connais très très bien et avec lesquels je travaille aujourd'hui. J'ai un partenariat avec Likeo sur ce travail de multidiffusion. Donc, en fait, le restaurateur va payer un abonnement, par exemple, sur Likeo, et il va pouvoir poster une offre, et cette offre va être automatiquement multidiffusée sur plusieurs job boards. Donc ça te génère du trafic, de la candidature, et en plus, Likeo, eux, par exemple, ils vont te préqualifier tes candidatures pour t'éviter de recevoir tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Donc, ce qui est quand même super luxueux. Ouais. Sachant qu'après, toi, tu refais un travail évidemment de requalification et de filtrage avant de présenter en effet à ton client le super candidat, voire même plusieurs. Je sais pas comment tu... Moi, en général, je chasse. Dans ma chasse, elle est ultra précise. Donc, j'essaye de trouver directement le top profil et je me back avec de la multidiffusion en me disant la petite pépite peut m'arriver comme ça via un job board et effectivement, je vais mener un gros travail avec cette petite pépite pour aller tout vérifier, être sûr que la personne qui répond, même si elle me paraît bien, correspond vraiment aux besoins, etc., etc. Et proposer plusieurs profils aux clients si je peux. En général, 2 à 3. Tu les as au téléphone, enfin, à quel moment, et puis on va parler un peu plus de l'interview, enfin, comment réellement tu mènes aussi cet entretien côté candidat, parce qu'on a beaucoup abordé l'immersion entreprise, mais à quel moment tu les as en ligne, enfin, comment ça se passe et comment tu mènes finalement ces discussions avec eux? Alors, l'interview, je travaille toujours de la même façon. C'est 10 minutes Alors, il y a un tri qui se fait, bien sûr. Je réponds dans la mesure du possible à tous ceux que je ne retiens pas. Alors, j'essaye, sachant que parfois, pour certains dossiers, je peux recevoir jusqu'à 60 candidatures par jour. Donc, c'est pas évident à la main de répondre à tout le monde, mais j'essaye vraiment 90% du temps de répondre. Ensuite, il me reste mes 10% de CV qualifiés. Je passe un coup de téléphone. Déjà, j'envoie un mail. Je reviens à 0, j'envoie un mail. Sur 10%, t'en as déjà 3-4% qui te répondent plus. Arrivederci, ça te fait un petit tri. Ensuite, ça s'appelle une précale téléphonique. En 10 minutes, il faut que tu saches si tu poursuis ou pas avec ce candidat ou cette candidate. Donc moi, c'est très simple. Je leur dis, je suis recruteur indépendant. Je vous appelle pas parce que vous avez répondu à l'annonce, mais parce que je veux savoir quel est votre projet aujourd'hui. Et là, tu refais un tri à 50-60% parce qu'en fait, ce qu'ils te disent ne colle pas avec le besoin que tu recherches. Oui, alors moi, mon but, c'est de partir vivre à Deauville. Oui, d'accord, tu postules à Bordeaux, on va arrêter tout de suite, quoi. Mais c'est toujours pareil. C'est ça, en fait, c'est cette habitude, et ça, même les restaurateurs, les directeurs d'hôtels, les directeurs commerciaux peuvent le faire eux-mêmes, de prendre son téléphone, prendre 5 minutes pour dire « Ok, où est-ce que tu veux aller ?» Et là, on fait un tri déjà et on se retrouve plus qu'avec 3-4 CV où on va déjà dans la même direction. Et on limite la casse, déjà. Deuxième étape, la visio ou la rencontre physique. Moi, bien sûr, je suis digital friendly depuis Orléans et les bords de Loire, donc je fais en visio. Mais tout le monde le fait comme il veut. Visio de 45 minutes, où là, vraiment, je vais rentrer dans le détail du parcours. Et au passage, si je me rends compte que c'est un candidat qui match, vraiment, t'en as toujours un ou deux qui sortent du lot, tu te dis là, Solène, c'est du lourd. Là. Ça a de la gueule. Là, et là, tout de suite, tu rentres en fait exactement dans une phase de préparation d'entretien pour l'envoyer au charbon juste après, chez ton client. Et là, tu le prépares. Ok, tu me dis ça, mais pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Développe. D'accord. Tu sais que là, le truc pour lequel tu postules, ce point-là, il va être super intéressant. Hein. Tu penses bien à le mettre en avant. Tac, 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 tac. Et quand t'as quelqu'un... Ok, tu le prépares vraiment, mais tu les coaches. Tu les coaches, c'est ça. Coach. Et ensuite, c'est l'établissement qui finalise en fait, ou non, mais je pense quand même dans la majorité des cas, il finalise
Alors, oui. go avec ce candidat, ouais. Généralement, tu fais ton entretien, tu prends les références aussi, hein. En tant que chasseur de tête, c'est un peu obligatoire. Dans la mesure du possible, t'essayes de te baquer quand même avec 2 bonnes références. Et puis moi, très souvent, si j'en ai une qui me dit catastrophe, je reprends le temps de réanalyser le dossier from scratch en me disant, on se calme, pourquoi j'en arrive à telle situation, et tu ressasses un peu ton dossier. Parfois, je le présente quand même. Parfois, je me dis non, là, il y a quelque chose qui me gêne. Voilà. Tu leur envoies une synthèse complète, CV, synthèse du candidat expliquée avec tes mots. C'est-à-dire que moi, c'est pas très administratif, c'est pas compétences, domaine d'expertise. Moi, c'est Solène, elle est comme ça, elle aime bien les œuvres d'art et en plus en ce moment elle fait ça. Et Clémence en ce moment, elle était au Portugal mais elle rentre parce que ci, parce que ça. Et ça, après, chacun a un peu sa façon de présenter les choses. Moi, j'aime bien quand c'est hyper vivant. Voilà. Ça, c'est la méthode Julia, ça. C'est la méthode Julia. Je leur dis, ils pourraient rentrer à Gryffondor, ils pourraient rentrer à Serpentard. Je leur commente tout. Voilà. Bon, ça dépend le client, hein. Il y en a qui sont un peu plus fermés à ça, mais globalement, je travaille beaucoup sur WhatsApp. Je mets des gifs, je mets des trucs. Enfin voilà, je m'éclate un peu aussi. Ceux qui sont plus classiques, je m'adapte, bien sûr, je suis plus classique. Mais voilà, t'essayes de donner un dossier complet. Et ça, c'est pareil. Il faut m'expliquer pourquoi aujourd'hui, les recruteurs, ils te demandent un CV, une lettre de motivation, mais ils te demandent jamais: est-ce que vous pourriez me mettre en pièce jointe un projet sur lequel vous avez travaillé pendant vos 3 ans de commercial sur tel établissement? Est-ce que vous avez travaillé des SOP? Est-ce que vous avez travaillé, alors dans la limite du confidentiel et de ce qui peut être transmis, mais peut-être que vous avez bossé des brochures, peut-être que vous avez bossé un pricing avec juste une réflexion derrière, voilà. Et en fait, moi, tout ça, j'essaie d'aller chercher ces infos et de les mettre en avant auprès du client, en lui disant, voilà, le portfolio, cette commerciale, elle a bossé là-dessus, mais en fait, think out of the box, elle a aussi fait ça en lien, en projet interne dans l'hôtel. Ou Et dans voilà, sa en vie d'à fait. côté, elle est dans tel assaut, Ouais, elle fait ça. ouais, exactement. Elle est arbitre de karaté, elle fait ci, elle fait ça, donc ça démontre quelque chose de pertinent par rapport à ce que vous recherchez. Et en fait, j'essaye vraiment de casser ce truc-là hyper lourd du recrutement, où tu te dis, oh là là, Très, très formel, quoi. ouais, Oui, puis en je vais plus, lire 30 CV. la lettre de motivation, il y a plein de personnes qui sont très, très compétentes et qui sont pas forcément à l'aise avec cet exercice-là, alors que Exactement. si on leur fait faire une vidéo, ça peut bien passer. Ou enfin, il y a plein Ça d'autres m'arrive. formats aujourd'hui. Ça m'arrive. En peuvent fait, c'est convenir à la vraiment, personnalité. voilà. Après, moi, je peux le faire parce que c'est mon métier et que j'y passe beaucoup de temps. Donc, ça me permet de vraiment personnaliser ce service au maximum. En revanche, quand on est un directeur d'hôtel, un directeur de restaurant, voilà, un chef de service, on peut pas aller aussi loin. Et puis parfois, on nous impose aussi une façon de recruter. Mais je pense quand même qu'on peut être un peu plus original et qu'on peut aller innovant, qu'on peut aller lire entre les lignes, qu'on peut un petit peu se dire, moi aujourd'hui je cherche ça, comment je vais le trouver cette personne. Et aujourd'hui, j'ai aussi des clients qui chassent tout seuls, qui ont compris, qui me disent, ah oui Julia, toi tu fais ça, très bien. Tu vas sur LinkedIn, je tape event coordinator et je vais aller piocher le profil qui me plaît bien et puis moi je leur envoie un message, quoi. Pourquoi pas. Voilà. Bah, ça veut dire que tu donnes aussi cette envie-là. T'as enfin, et bah, après, bientôt, il y aura la formation Julia. Ouais, c'est ça. Bientôt, plus besoin de moi du tout. Je leur donne tous mes tips. C'est vraiment ton canal phare, on l'a compris, LinkedIn. Donc, ça veut dire que tu fais vraiment toutes ces recherches-là, mais de manière très, très poussée, j'imagine, avec des, voilà. Moi, j'ai des outils j'ai des plugins qui sont bien plus poussés avec des opérateurs booléens, des mots-clés, etc., qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Mais aujourd'hui, tout le monde est capable d'aller sur Google, de taper Event Coordinator,
Paris, LinkedIn, et rien qu'avec ces 3 mots-clés, tu as 12 profils qui remontent. Tout à fait. Et tu peux aller les contacter, et déjà la démarche de recrutement, elle est intéressante. Puis en plus sur LinkedIn, il y a un côté un peu plus convivial par rapport à quelque chose de plus officiel, donc ça permet tout de suite, je pense, d'avoir une personnalité en face de soi et de voir si déjà en termes de personnalité on match. Exactement. Et c'est pour ça c'est un que bon tri. l'interview, tu me posais la question, Solène, finalement aujourd'hui elle est beaucoup basée là-dessus. Est-ce qu'il y a un match? Est-ce qu'il y a une vision? Est-ce qu'il y a voilà, un feeling qui passe? Et ensuite on rentre dans le vif du sujet, sans passer par la fiche de poste ultra détaillée, classico-classique, mais voilà ce que moi j'attends. Toi, qu'est-ce que tu recherches? Et là, on rentre dans la discussion. Je vais faire un peu le mot de la fin Oui. sur la question. Donc, on a trouvé la perle rare, on a passé les négociations qui, j'imagine, arrivent quand même régulièrement sur les conditions, le salaire, etc. Et le candidat est donc maintenant engagé sur le poste. Est-ce que il y a vraiment des bons réflexes à avoir sur l'accueil d'un collaborateur pour pas que ça soit le loupé Le fail total parce que on en a tous, je pense qu'on a tous vécu un peu des arrivées un peu étranges. On entend encore des histoires un peu drôles où tout le monde va être en télétravail le jour où le candidat se pointe au bureau pour son premier jour, enfin, des choses un peu des choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais en fait qui peuvent ruiner complètement tout process amont. De l'expérience collaborateur. Des semaines de travail. Et puis, oui, le ressenti que va avoir la personne qui arrive, qui généralement est aussi un petit peu stressée, déstabilisée, qui a besoin d'être stabilisée. Est-ce qu'il y a pour toi voilà, les bons réflexes du bon accueil? Bien sûr. Non, bien sûr. Alors déjà, bon, ça c'est valable sur tout ce qu'on vient de se dire. Il y a un vrai enjeu de transparence aujourd'hui. Il faut absolument, professionnels de l'hôtellerie-restauration, si vous m'entendez, appliquer ce principe de transparence et pendant toute la phase d'entretien, expliquer les choses qui vont bien, qui vont mal, que vous voulez améliorer avec leur aide, sans leur aide. Il faut dire la vérité et ne pas enjoliver les choses pour recruter absolument. Puisqu'aujourd'hui, on doit absolument réduire le taux de rupture de période d'essai qui arrive du côté candidat, bien sûr, qui n'est pas forcément brillant. Je crois qu'il est de l'ordre de 30 à 40%. C'est déjà énorme. Oui. Alors, je parle des métiers de la cuisine, donc il faut peut-être pas les généraliser sur les fonctions support, mais ça veut déjà dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre ce qu'on attendait le jour où on arrive dans l'entreprise, ce qui nous a été vendu, et ce qu'on vit les 15 premiers jours de notre intégration dans l'établissement. Et au même titre que le recrutement se prépare, l'onboarding est hyper important. Et ne me dites pas, oui, mais moi je suis un tout petit établissement, je peux rien faire. C'est pas vrai. Ça se prépare, ça peut être très rapide, mais en fait, c'est juste prévoir cette journée d'arrivée, en fait. Aujourd'hui, on prendra le café à 8h, je vais t'expliquer les choses, je vais te faire visiter l'endroit. Visiter l'endroit, mais combien arrivent et ne savent même pas où sont les cuisines, ne savent pas où sont leurs bureaux. Non, c'est pas possible. Donc, une visite, une présentation aux autres membres de l'équipe, c'est Julien, c'est Clémence, c'est Solène, voilà. Une explication sur ce qui va se passer sur cette journée et sur ces prochains jours. C'est toujours une question de communication. Et cherry on cake, un petit livret d'accueil, ça c'est trop sympa. Aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui le proposent sous format digital, surtout dans les plus grosses structures où il y a plus de choses à appréhender. Mais c'est souvent le cas pour les commerciaux, j'imagine, qui peuvent rentrer sur des structures hôtelières un peu plus complexes, etc. Sur des grandes marques, on a des livrets, notamment aussi parce qu'on a des grosses règles de présentation. Voilà. Donc, on est bien briefé. Exactement.
Et aujourd'hui, tu as plein d'entreprises qui te proposent le livret digital. Alors, si tu es un petit établissement et que tu n'as pas les moyens, je suis désolée, hein, tu fais même un Word en disant tu en transformes en PDF, ça va bien se passer. Voilà, on est X personnes dans l'équipe. Pour rappel, l'établissement, il a ouvert là. Je te rappelle que ici, pour nous, ce qui compte, c'est vraiment ça, 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 ça. On est hyper content de t'accueillir, Nicolas, parce que c'est personnalisé, que c'est son prénom. Et en fait, rien que ça, bien fait, et c'est pas question de prendre le Word, lui poser et puis l'envoyer en cuisine. Ça n'a aucun sens. Mais rien que de passer cette première journée, ces 2-3 premiers jours en binôme, en shadowing et en montrant qu'on est là et en répondant aux questions, on limite le taux de rupture. Voilà, c'est aussi simple que ça. Super. Et aujourd'hui, ce n'est pas assez appliqué et ça ne coûte pas cher, ça ne demande pas beaucoup de temps, mais par contre, c'est un énorme investissement pour sa masse salariale. Et le ROI est bon quand on le fait. Donc, faut l'inclure dans notre culture. Voilà. Et j'imagine que tu le diffuses énormément en effet, à tous les établissements que tu accompagnes. C'est un peu dans tes recommandations finales, une fois que le job est fait de ton côté, tu as quand même ces recommandations que tu dois délivrer, j'imagine. Oui. J'ai ces recommandations et puis surtout, je me l'astreins à moi-même, c'est-à-dire que, encore une fois, je n'arrive pas à le faire dans 100% des cas. Ce serait mentir, je suis toute seule, c'est compliqué, mais je suis du style à envoyer un petit mail. Je sais qu'aujourd'hui, vous vous rencontrez pour la première fois. Dites-moi si tout se passe bien. Pour rappel, vous avez votre entretien, votre contrat démarre le 2 décembre. À telle adresse, à telle heure, on vous attend. Demandez Madame Michel à la réception. J'essaye en fait d'être le plus présente possible au moment du début du contrat et de faire des points à J+7, J+15 pour éviter la rupture aussi de période d'essai qui, bien sûr, est tout dans mon intérêt puisqu'un chasseur de tête se rémunère au succès. Donc, c'est évidemment aussi intéressé de ma part parce que si je ne fais pas ça, je ne fais pas bien mon métier. Voilà. En fait, tu le fais bien sur le périmètre que tu as. Là, ce qui est très frustrant, je pense, dans certains cas de figure, c'est que tu n'as pas la main justement sur la suite dans l'établissement, malgré toutes les consignes que tu diffuses. Oui. C'est un peu, il y a des équivalents dans pas mal d'autres métiers, même pour les lieux événementiels. Hein, on n'a pas cette maîtrise. Par exemple, l'externalisation, on en parlait d'un commercial qui va super bien faire son job. Il suffit que ça se passe mal sur place pour X raisons pendant un événement parce que sur place, l'équipe n'a pas bien accueilli, etc. Eh bien, le commercial qui pensait fidéliser le client ensuite, c'est fini. Le client ne reviendra jamais. Voilà. Et pour des candidats, il y a plein de parallèles comme ça à faire. Donc, c'est très similaire. Très similaire et c'est juste qu'avant, on distinguait ça, en fait, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de marque employeur. Ça fait partie de la marque intrinsèque d'un groupe, d'un établissement. Et en fait, la marque employeur n'est que le prolongement d'une culture d'entreprise qui est rattachée à une marque commerciale. Et en fait, ça, aujourd'hui, on en a pris conscience. Alors bon, on parle beaucoup de marque employeur au sens théorique. Grosso modo, c'est tous les sujets qu'on a illustrés aujourd'hui par des petites actions concrètes. Mais effectivement, aujourd'hui, on peut clairement comparer l'expérience collaborateur à l'expérience client. Et même dans nos industries, alors qu'on ne se serait jamais imaginé la chose il y a encore quelques années. Tout à fait. Merci beaucoup, Julia, pour tous ces détails précieux. Je pense que ça va vraiment éclairer beaucoup de personnes sur le recrutement de A à Z. Avec plaisir. On te retrouve donc sur l'agence Compère pour ceux qui souhaitent te contacter. Et je vous invite tous à aller suivre Julia sur LinkedIn puisque c'est son lieu de prédilection. Elle prend un café tous les matins sur LinkedIn. Je suis là, dispo, 24 heures sur 24. Vous pouvez lui envoyer un petit message, je pense, directement, sans problème. Merci encore d'avoir fait ce premier interview expert avec nous. On était très heureux de t'avoir et puis plein de succès pour la suite, mais je n'en doute pas. Merci à vous. Merci à toi, Julia. À bientôt. Au revoir.